Bienvenue sur Révolution des cœurs, le podcast qui libère la parole des femmes de culture arabo-musulmane. Ici, nous brisons les tabous et nous parlons d'amour et de liberté. Dans ce nouvel épisode, Fadila, née en Belgique de parents marocains, nous livre un témoignage fort, abordant notamment un sujet pas encore traité jusqu'à présent, l'homosexualité. Fadila raconte, tout en pudeur, une enfance violente et le prix à payer pour conquérir sa liberté. Bravo Fadila, femme courageuse et libre, et merci pour ta belle conclusion à l'égard du podcast. Bonne écoute! Donc, je m'appelle Fadila Maroufi, je suis éducatrice spécialisée et anthropologue de formation. Donc, j'ai fait un master en anthropologie. Je suis née à Bruxelles, donc en 1976, j'ai 49 ans. J'ai l'impression d'avoir encore que 5 ans. Et j'ai grandi à Bruxelles et je suis issue d'une famille de 8 enfants, je suis l'aînée. Et que dire de plus? De troisième génération, d'origine marocaine, berbère plus précisément du nord du Maroc. Alors mes parents étaient croyants, musulmans. Je dois dire que mes parents n'étaient pas enfin ils pratiquaient pas la prière, mais ils pratiquaient le ramadan. Voilà, c'était plutôt ramadan. Il y avait des principes de base qui étaient connus, mais c'était un peu à la carte. Mais ils vivaient quand même à l'époque de leur temps, c'est-à-dire qu'ils aimaient la musique, ils vivaient, c'était des vivants. Bon, c'était pas facile non plus parce que, mon père avait quand même pas mal de difficultés, il était assez violent avec nous. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé, qui a connu aussi une enfance pas très joyeuse et qui était extrêmement violente. Et mais je dois dire que sinon pour le reste, on était plutôt ouvert à la culture belge. Voilà, donc on n'était pas il y avait pas ce côté formatage vraiment religieux, mais en même temps, il y avait des principes et des choses qui revenaient quand même, que je pense que beaucoup de familles, de musulmanes connaissaient. Notamment, quand on mange, avant de manger, on disait bismillah, il y avait des petits mots magiques comme ça. Mais voilà, c'était pas rigoriste et c'était pas un islam enfin fermé comme on pouvait le connaître. C'était plutôt un islam traditionnel, on va dire. Je n'ai pas vraiment eu une enfance très joyeuse en réalité. J'ai beaucoup vécu dans la peur. J'ai vécu énormément de choses qui étaient très douloureuses et très violentes. Et, euh, et disons que c'est à partir du moment où j'ai quitté ma famille que j'ai commencé vraiment à vivre et à respirer. Mais disons que toute mon enfance et l'adolescence a été assez compliquée et la religion a commencé à prendre de plus en plus de place au fur et à mesure que je grandissais, que je commençais à m'approcher de l'âge où la fille a ses règles. C'est-à-dire que même si depuis petite, très très jeune d'ailleurs, on m'expliquait qu'il y avait des endroits où on pouvait pas me toucher parce que il fallait pas être déviergé. C'est vraiment, je pense, la chose qui nous lie un peu toutes les femmes d'origine de culture musulmane. Et peu importe le niveau de religiosité, il fallait absolument préserver sa virginité. Et ça, on le sait dès très très jeune, dès petite. Hein, moi, je pense qu'à partir de 4-5 ans, ça commençait déjà à m'être expliqué, sans vraiment de détails, hein. Mais au plus je m'approchais, disons que je dirais que c'est à partir de vraiment 9 ans où ça commence vraiment à être plus fort, où on commence à dire attention, il faut pas trop jouer avec les garçons, attention, ceci, cela. Et où vraiment le séparatisme commence entre les garçons et les filles. Et moi, je le vivais pas très bien parce qu'en plus, j'étais un peu garçon manqué, j'aimais bien jouer au foot, et j'étais très forte en sport, en fait. En fait, je pense que j'étais plus prédisposée à être une championne dans un domaine sportif, on va dire. C'était vraiment le domaine que j'excellais, et j'aimais beaucoup ça et je pouvais l'exprimer surtout quand j'étais à l'école. Et puis je me rends compte vers l'âge de 9 ans que petit à petit, en fait, j'avais des restrictions, jouer au foot, même en présence de mes parents, ça devenait de plus en plus difficile, hein. Mon père me faisait des remarques: «Ah, il faut t'arrêter là», et cetera. Donc j'étais vraiment limitée dans mes mouvements et pour moi, ça va être très, très dur. En tout cas, je vais le vivre très mal. Le rapport à mon père est très compliqué, même si j'apprécie certaines choses de lui. Il avait quand même des bons côtés. Je dirais que le bon côté, c'est que il a une culture politique, il a une culture quand même de la critique. Ça, je pense, c'est ce que je vais hériter de lui.
Par contre, pour les questions, on va dire, émotionnelles vraiment d'un père vis-à-vis de sa fille, c'est une relation très distante, presque pratiquement inexistante, même s'il est présent. Et donc, sa présence, c'est vraiment pour moi, elle est assez violente en tout cas, aussi bien psychologiquement que physiquement. Alors la relation avec ma mère quand j'étais plus petite, c'était vraiment bien. Je dois dire que ma mère n'était pas non elle était pas, je la voyais pas comme étant quelqu'un de très, comment je dirais? Qui impose les choses, elle aimait vivre, elle écoutait de la musique, elle regardait ses séries et cetera. Elle était vraiment ouverte à ce qui est autour d'elle. Elle portait pas le voile d'ailleurs quand j'étais petite. Ça commence vraiment à changer avec l'âge parce que d'abord, bah, je corresponds pas à la fille comme elle aurait souhaité, comme la plupart des mères, marocaines, ou maghrébines, veulent avoir, c'est-à-dire, une fille, qui aime, comment dirais-je? Qui s'intéresse, au mariage, qui rêve d'être mariée, qui s'intéresse à avoir des enfants, qui voilà, qui fait les choses que les femmes feraient. Moi, j'étais plutôt axée sur, voilà, j'aimais lire, j'étais plutôt j'aimais faire du sport, et puis, elle veut que je m'intéresse au mariage. On était très souvent invités au mariage et on sait très bien que dans les mariages, les femmes te regardent, elles te reluquent, elles préparent déjà le terrain pour essayer de négocier avec la mère pour les mariages. C'était: «Ah ben ta fille elle est bien, je la verrai bien pour mon fils, ta ta ta», et même si j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans, ben les mères étaient déjà à l'affût et moi je ne supportais pas ça et très vite je vais demander à ma mère de ne plus aller à ces mariages parce que ça me gonflait, parce que ces trucs de: «Ah ben est-ce que tu veux pas épouser mon fils? Mon fils il est bien, nanana», et j'avais 9 10 ans quoi, et j'avais envie de dire: «Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton fils?» tu vois? Et ça je supportais pas, et ma mère elle, elle était flattée de ça. En plus, moi, j'étais pas du tout attirée par les hommes, donc je le savais déjà petite. Donc, moi, j'avais l'impression d'être complètement à côté de la plaque, que j'étais pas normale et que finalement, j'étais la seule au monde, que j'étais dans le mauvais corps, que finalement Dieu m'avait fait pas comme il fallait, qu'il avait raté son coup, qu'il y avait un truc dans la production qui a mal tourné, que le corps et l'esprit n'étaient pas du tout dans le bon. Et je me suis posé plein de questions. Je me disais: «Mais enfin, attends Dieu, mais tu t'es trompé quoi, tu peux pas me faire un truc pareil, c'est horrible», et je me suis dit: «Mais comment je vais m'en sortir dans une famille où justement» et c'est sûr que dans la communauté musulmane, bah, c'était pas le bon choix, et en même temps, je pouvais pas aller à l'encontre de ça. Je me sentais bien qu'il y avait une dissonance entre le corps et l'esprit, et puis finalement, bah, voilà, et c'était, je finissais par l'accepter, par le taire. Je n'en parlais pas parce que évidemment, je savais aussi, hein, dans la communauté maghrébine, en tout cas de chez nous, de la Dor, du Nord, c'est qu'une fille, si elle commençait à s'intéresser trop à la sexualité, parce qu'il fallait s'intéresser, mais en même temps pas trop, et on te disait: «Bah, tu étais naïve si tu t'intéressais pas trop, mais en même temps, il fallait pas que tu montres que tu étais dévergondée et tout». Donc il y avait des choses que je cachais, donc ma sexualité, le fait aussi et je réprimais beaucoup, donc je m'en intéressais pas du tout. J'aimais bien la lecture, donc je lisais beaucoup des romans, j'étais très, comment je dirais? J'aimais bien la culture, mais j'étais très intéressée aussi par la lecture, mais de tout, hein. J'aimais bien les voyages parce que j'avais un professeur à l'école qui nous racontait beaucoup de ses voyages, à l'école primaire et donc élémentaire, et qui nous racontait beaucoup de ses voyages quand il allait en Égypte, en Grèce, et puis il abordait beaucoup la Grèce antique et l'Égypte antique, et donc j'adorais ça. Donc j'allais beaucoup à la bibliothèque, je passais vraiment tous mes samedis matins, j'allais à la bibliothèque chercher des livres, je lisais beaucoup, et donc ça, c'est vrai que ça m'a permis de voyager beaucoup, de m'évader beaucoup, et mais c'est vrai que plus j'avançais dans l'âge, au plus avec ma mère ça devenait conflictuel. Au plus, je ne supportais plus ces trucs où elle revenait avec, «Ah mais, tu sais, il faut que tu apprennes à faire la vaisselle, à faire des repas, parce qu'il va falloir que tu serves, ton mari, ta ta ta», et ça, j'aimais pas du tout ça, et donc le conflit s'installait, mais en même temps, j'étais pas non plus pas conflictuelle dans le sens où je vais remettre en question ce que ma mère disait, parce que ça, chez nous, ça se faisait pas.
il fallait obéir, etc. Et en même temps, ce côté-là aussi de mon père que j'aimais bien, c'est que généralement, il lui disait, mais il faut lui la paix, il faut qu'elle étudie, etc. Donc ça, ce côté-là, chez mon père, je dois dire que c'était lui me préservait par rapport à ça. Et c'est ça qui était un peu, en fait, qui est complexe, c'est que on peut pas dire que tout était noir et tout était blanc. Il y avait des choses qui étaient très négatives, il y a des choses qui étaient aussi positives. Et je dirais que le côté positif, c'est que mon père, à ce niveau-là, au niveau études, pour lui, c'était très important. Il voulait que ses enfants fassent des études. Et chez ma mère, il y avait une espèce de douceur, mais en même temps, il y avait ce côté traditionnel quand même qui était présent. Et ça a été vraiment très dur. Et avec l'âge, ça devenait de plus en plus dur. Et donc, au plus je grandissais, au plus l'écart se creusait, au plus elle commençait à devenir violente, mais plutôt psychologique. Et qu'il y avait une pression qui s'installait, la pression pour le mariage. J'ai vu beaucoup de mes camarades, de mes voisines, amies, etc., qui étaient mariées très jeunes, 14, 15 ans. Celles qui se révoltaient, elles se retrouvaient, on les ramenait au Maroc, on leur enlevait les papiers, elles étaient mariées là-bas, etc. Donc il y a beaucoup de violences en fait, ou de choses qui se sont produites que les occidentaux pour moi ne connaissent pas, et ça pour moi ça en fait partie, parce qu'une fois qu'elles étaient au Maroc, elles faisaient plus partie des statistiques, puisque là-bas elles étaient marocaines, donc elles ne comptaient plus en Belgique. Et donc moi je savais ça. Et ça me faisait peur. Et je savais que j'avais intérêt à me taire sur certaines choses, donc je n'abordais jamais la question de la sexualité. Il y avait des sujets qui étaient tabous. Et donc j'obéissais. Et moi, je n'espérais qu'une chose, c'était un jour d'être libre. C'est un peu ce que les femmes, on va dire, occidentales avaient, même si dans les périodes des années 80, les femmes occidentales n'étaient pas totalement libres. Elles avaient des libertés, mais il y avait quand même encore des restrictions. Elles n'avaient pas encore totalement le droit d'avoir un compte bancaire seul, etc. Il y avait quand même encore des choses, mais quand même, on voyait de plus en plus de femmes qui voyageaient, des femmes politiques, moi je voyais Simone Veil par exemple, ou Elisabeth Badinter qui s'exprimait. Et c'est vrai que pour moi, les femmes ont joué un rôle, c'est-à-dire que ma mère, elle aurait pu très bien faire en sorte que ça se passe autrement, mais elle n'a jamais été de mon côté. Par contre, elle protégeait mes frères dans toutes les conneries qu'ils faisaient. Mon père n'était pas au courant parce qu'il travaillait tout le temps. Mais ma mère, souvent, elle taisait ce que mes frères faisaient, mais moi, elle me ratait pas. Hein. Ça c'était sûr, et c'était très difficile pour moi. Un jour, mes parents vont me dire, on va aller au Maroc. Et pour moi, c'était merveilleux parce que c'était un pays lointain. On allait partir en voyage dans un pays lointain, bien qu'on avait déjà voyagé, on allait à la mer. Mes parents étaient plutôt cool pour ça, je dois dire. C'est qu'on partait à la mer, on n'allait pas tout le temps au bled et tout. Les premiers jours, oui, ça allait, mais très vite, ça va se transformer. Je vois que non, ne regarde pas par la fenêtre. Ah non, l'après-midi, les filles ne peuvent pas sortir. L'après-midi, c'est la sieste. Tu sors le soir avec ta famille. Tu ne traînes pas dehors. C'est pas du tout le même rapport qu'ici, qu'en Belgique. Donc, je vois le rapport aux femmes qui est encore plus restrictif qu'ici. Donc, je vais avoir un rejet total du Maroc avec tout ça. Je vais avoir une pression aussi d'une tante à 12 ans qui va demander, la sœur de mon père, qui va demander la main pour son fils, qui a 27 ans. Mon père, heureusement, il n'aime pas les mariages, ce qu'il appelle les mariages consanguins entre cousins germains. Donc ça va me sauver. Mais elle insistait. Alors après, je comprends pourquoi elle était gentille avec moi. Moi, je pensais que c'était vraiment parce que c'était ma tante et je l'aimais beaucoup. Mais en fait, pas du tout. C'est parce que vraiment, elle avait un projet pour moi. Et quand je marche dans la rue avec ma mère, chaque fois, t'as des femmes qui l'arrêtaient, qui disent «Oh, ta fille, elle est bien. Est-ce que tu veux pas la marier à mon fils, etc.» Et moi, tout ça, ça va me rendre malade. Je dis d'ailleurs, je vais tomber vraiment malade à un moment. Et ma mère, elle n'est pas contre l'idée du mariage. Mon père, à cet âge-là, quand même. Là, il dit non. Elle dit, non, c'est un enfant, vous avez pas, je vais pas marier ma fille à 12 ans. Ma mère, elle, ça la dérangeait pas du tout. Et là, je vais avoir un total rejet. Je me dirais non, pour moi, je me reconnais pas là-dedans. C'est pas ces valeurs que je prône, c'est pas ces valeurs que je veux. Et donc, je vais toujours me sentir belge et pas marocaine, donc je vais rejeter totalement. Mais ça ne veut pas dire que je rejette la culture, enfin les origines avec la culture, mais il y a des choses que je refuse, et ça je le refuse. Et donc pour moi, je suis dans une société belge, je vois les avantages pour une femme de naître et de grandir en Belgique, et je vais chérir à partir de là la Belgique pour ça. Et du coup, moi j'aurai un rapport au Maroc qui va être plutôt conflictuel. Donc on y retournera souvent, pas chaque année, mais plus ou moins tous les 2 ans. Et pour moi, c'est l'enfer.
À chaque fois que je vivrai au Maroc, ce sera l'enfer. Je déteste ça. Quand je serai suffisamment grande que pour pouvoir quitter, parce que Nador se trouve là, près de l'enclave espagnole, Ceuta, donc il y a une frontière. Je pourrais traverser la frontière et donc j'irai avec un cousin avec qui je m'entends très bien, un cousin germain. On est comme frère et sœur. J'aurai un très bon rapport avec lui. Et donc très souvent, on partira plutôt en Espagne. Et là, à chaque fois, on dira ah, la civilisation, enfin la civilisation, parce que là, on pouvait aller à la plage, on pouvait être en maillot de bain, etc. Au Maroc, c'était pas le cas. Je pouvais pas me mettre ni surtout pas vers l'adolescence après mes 12 ans. Ma tenue va être à chaque fois bien surveillée, etc. Donc, euh, donc pour moi, c'est juste l'enfer. Donc le rapport au Maroc, ça va être très compliqué. À 19 ans, je vais décider que j'irai plus jamais au Maroc. Parce que bon, il y a plein d'épisodes où j'ai été mariée de force à 17 ans. Euh, c'est très trop loin à expliquer. Et puis après, ben, il va y avoir une autre tentative à partir du moment où je fais mon coming out, où j'explique à mes parents que je peux pas me marier parce que je suis homosexuelle. Là, à un moment donné, je vais me retrouver au Maroc enfermée. Pendant 2 mois, ils vont m'enlever les papiers, etc. Et donc là, ce serait vraiment l'impossibilité de revenir en Belgique. Et donc là aussi, je vais utiliser des superfuges pour pouvoir m'échapper et revenir en Belgique. Et à partir de là, je me dirais, je ne remettrai plus les pieds au Maroc. Bon, après, quand je vivrai seule et que je travaillerai, ben, j'irai au Maroc pour le travail, mais pas à Nador. Parce qu'il faut savoir aussi que quand on fait des allers-retours avec sa famille comme ça, on va toujours dans la même ville et qu'on a l'impression que cette ville-là, en fait, c'est tout le Maroc. Et puis, ben, en grandissant, quand je vais aller pour le travail, je me rends compte en allant à Rabat, Casa, à Meknès, Marrakech, que ça n'a rien à voir. Donc moi, mon rapport au Maroc, il est très complexe. Alors maintenant, ça va mieux et pour moi, c'est un pays comme un autre. Mon allégeance va à la Belgique. Je suis belge. Je pense que et j'attendais beaucoup, beaucoup d'amour de mes parents. Je n'ai jamais eu. Mais ça, je dirais que le deuil s'est fait vraiment beaucoup plus tard, on va dire, vers 32 ans. Mais avant ça, c'était l'enfer. Parce que même si j'ai quitté ma famille à 23 ans, j'ai commencé à m'émanciper réellement. J'ai pris un appartement, j'ai vécu seule et crois-moi que vivre seule pour une fille de Nador, en plus, c'est impossible. Soit tu quittes ta famille en étant mariée, soit tu meurs. Mais tu ne quittes pas ta famille pour être libre, pour vivre seule. C'était impensable dans une famille berbère de Nador. C'était impensable. Et donc, quand j'ai commencé quand j'ai quitté, il y avait j'ai beaucoup vécu vraiment dans l'angoisse. C'était épouvantable parce que j'ai vécu dans la restriction la plus totale pour ensuite me retrouver dans une liberté totale. Et donc, ça a été très, très difficile pour moi. Vraiment beaucoup d'angoisse. Et puis, je me retrouvais seule alors que dans la famille, on est tout le temps en permanence avec les autres membres de la famille. Trouver un moment seul, c'est très, très difficile, même si j'avais une chambre pour moi. Mais c'était très, très compliqué de me retrouver toute seule tout d'un coup. Et donc, petit à petit, j'ai appris à être autonome, vraiment et indépendante. Et là, je dois dire que c'est comme ça que j'ai vraiment acquis une paix intérieure. Je pense que c'est à partir du moment où je vais plus attendre de l'amour de mes parents, j'attendrai plus de quoi que ce soit, que je vais m'en libérer. Je vais comprendre que ça servira à rien d'essayer d'aller vers eux, de leur offrir des cadeaux, etc. Parce que finalement, eux, la chose qu'ils attendent, c'est que je devienne l'image qu'ils avaient de moi, c'est-à-dire quelqu'un de soumis, qui obéit, qui est obéissante à ses parents, qui remettait rien en question. Et pour moi, ça, c'est juste pas possible, parce que faire ça, c'est me trahir moi-même, c'est d'être dans le mensonge. Et je ne voulais pas être dans le mensonge. J'ai commencé vraiment à me distancer du mensonge. Le mensonge était pour moi quelque chose que je vivais très mal. Et en même temps, toute mon enfance, c'est ce qui va me permettre aussi de vivre, de survivre. Bah, au fur et à mesure, je crois que c'est ça qui va me libérer, c'est de prendre distance et de me dire finalement, j'ai rien à attendre de mes parents. Mes parents, ils ne changeront plus. Ils sont tels qu'ils sont. Et je vais accepter aussi le fait, j'aurai jamais, jamais de haine vis-à-vis de mes parents. Ça, je n'aurai jamais, ni de ma famille ou de la communauté. Évidemment, j'ai de la colère, mais cette colère va s'estomper au fur et à mesure que je vais commencer à essayer de comprendre en faisant des psychanalyses, etc. Enfin, psychanalyse, non, des thérapies, parce que les psychanalystes, j'ai jamais aimé la psychanalyse, mais des thérapies, et ça va me permettre d'apprendre à connaître aussi bah, tout ce que j'ai vécu, pourquoi est-ce que je fais certaines choses et pas d'autres. Et donc, ça va me permettre d'exprimer toutes les émotions que je n'ai jamais exprimées quand j'étais toute mon enfance.
jusqu'à pratiquement une partie de l'âge adulte, parce qu'il y a des tabous, parce qu'il y a encore la honte. Je vivrai beaucoup avec la honte de choses dans lesquelles moi je n'avais pas de maîtrise en réalité, des choses qui me sont arrivées, mais où j'étais enfant, je ne pouvais pas du tout maîtriser. Et donc il va falloir que je les accepte. En parler aussi était important, mais je veux prendre ça comme étant comme si c'était de ma faute et pouvoir les exprimer et que des personnes, des adultes me disent: «Mais c'est pas à toi d'avoir honte», et de prendre conscience, mais qu'on n'a pas à avoir honte de ça. Parce que ça, ce regard des autres, ça nous tue à petit feu et ça nous empêche d'avancer. C'est pour ça que je pense que j'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur des autres. Pas parce que, je suis invincible, mais parce que, j'ai envie juste d'être moi-même et d'être vrai avec les autres. Et je pense que pour moi, le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est d'être vrai avec quelqu'un, c'est d'être sincère. Je voyais de temps en temps ma mère. Au départ, je la voyais plus souvent, je dirais 3, 4 fois par an. Elle venait rarement chez moi en réalité, parce que, bah, comme j'étais femme célibataire et cetera, voilà. Et mon père, je le vois à partir de l'âge de moyen, je le voyais de loin et puis je l'ai plus vu du tout. J'avais plus de contact avec mon père. D'abord parce que j'avais une peur, mais incroyable de mon père. J'ai toujours eu une peur, mais hem, qui était même qui était trop forte par rapport à la réalité. C'est que j'avais cette peur de l'enfant. J'ai toujours eu peur de mon père, mais alors à l'âge adulte, moins je le voyais, au plus j'avais cette peur qui grandissait en moi. Donc quand je le voyais, j'étais vraiment terrorisée. Mon père a ça pour moi, ça a toujours été la terreur. Donc avec ma mère, je discutais, mais c'était souvent autour des mêmes choses. Est-ce que je faisais le ramadan? Alors là, pendant les périodes de ramadan, elle m'appelait, parce qu'il fallait que je fasse le ramadan et cetera. Et puis un jour, je lui dis: «Mais non, tu sais, je crois pas en Dieu. Moi, je ne fais pas le ramadan, non. Je ne crois pas en Dieu». Elle me dit: «Non, tu es athée». «Oui, je suis athée». Pour elle, c'était inconcevable et donc elle me rappelait souvent pour me dire: «Alors, tu sais l'enfer et cetera», parce que ça, on en parlait beaucoup, hein. Toute ma jeunesse, j'ai entendu parler de l'enfer, du paradis et cetera. C'était quelque chose de très présent. Les djinns et tout ça, tout le monde imaginaire, des contes, des djinns, avec chacun des chats et cetera. C'était tous des contes de personnages, de djinns, de démons, de sorcières et cetera qui étaient très présents. On n'était pas vrais l'une et l'autre quand on se parlait, parce que je pouvais pas lui dire vraiment ce que je ressentais, ce que je et donc et après ça commençait à devenir un peu tendu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle revenait avec: «Ah mais tu fais pas ceci, tu fais pas cela» et cetera, ça partait en queue de boudin et donc on se raccrochait. Gentiment, mais on se raccrochait quand même et moi j'étais pas bien avec ça. Donc après ça devenait de très ra nos discussions devenaient très rares. Je voyais mes grands-parents, j'essayais de les voir le plus souvent. Mes grands-parents, je sentais que j'allais finir par les perdre. J'avais peur que si je retournais dans ma famille, on n'allait plus me laisser sortir et que j'allais être renfermée. J'avais peur aussi de la mort, c'est-à-dire que mon père me tue parce un jour, je me suis retrouvée sous le couteau un couteau sous la gorge de mon père. Il a vraiment je pense que je ne sais pas s'il l'aurait fait, mais en tout cas, je me suis retrouvée avec un gros, gros couteau sous la gorge. C'est mon grand-père qui est intervenu et que ça a permis que j'ai pas eu la gorge tranchée. Donc la peur ne vient pas non plus de nulle part, elle était existante, elle venait pas pour rien. Et donc moi, si tu veux, je n'allais pas chez mes parents pour ça, parce que j'avais peur d'être enfermée. J'ai toujours eu peur de l'enfermement et donc je n'ai plus vu mon père depuis ce moment-là, plus jamais. Un jour, il m'a dit au téléphone que même à sa mort, il ne voulait plus que même à sa mort, il ne voulait pas que je ne vienne le voir à la tombe et cetera. Je lui ai dit: «Bah, de toute façon, je comptais pas y aller». Je l'ai pas dit à lui directement, je l'ai dit à ma mère, j'ai dit: «De toute façon, je comptais pas venir le voir, donc voilà, comme ça, c'est réglé». Hem Et là, ça fait depuis, je dirais que vraiment avec ma mère, j'ai plus de contact depuis, octobre 2023. Alors, j'ai quasiment plus de relation c'est même pas quasiment, j'ai plus de relation du tout avec mes frères et sœurs. Hem, Comme on a j'ai 20 ans de différence avec la dernière, j'ai 49 ans. Heu et la dernière, quand j'avais 20 ans et qu'elle est née, en fait, c'était quelque part comme si c'était ma fille, en quelque sorte. Donc j'étais beaucoup un peu protection. Avec les derniers, j'étais très dans la en fait, j'ai toujours été plutôt protection, par rapport à mes frères et sœurs. Quand on était petits, mes frères, je les protégeais parce que j'étais l'aînée, j'étais plus grande, j'étais plus forte, je savais me battre aussi. Eux, ils étaient un peu faiblards
Par contre, à l'adolescence, ils ont commencé d'abord à apprendre à se défendre, et puis après, en fait, ils sont devenus des très grands délinquants pour certains d'entre eux. 2 d'entre eux ont été vraiment des grands délinquants. Et quand je dis grand, c'est top niveau de la délinquance, hein. C'est pas juste petite délinquance. Au point que mon nom de famille faisait peur, n'importe où. Je pouvais aller n'importe où, mon nom de famille faisait peur. Et puis, petit à petit, en fait, je crois que comme j'étais trop jeune, j'ai pas pris conscience du mal-être qu'ils vivaient et qu'ils pouvaient vivre à l'intérieur d'eux-mêmes. Moi, j'étais dans un état de survie, donc j'ai pas vraiment été très présente pour eux. J'ai essayé de les protéger quand, oui, par rapport à certaines violences physiques et tout, mais pas psychologiques. J'étais pas très mûre pour ça et pas très présente pour ça. Parce que il y avait vraiment, je devais m'occuper de moi-même. Donc c'était très compliqué. J'ai essayé de protéger mes sœurs, mais j'y suis pas arrivée non plus, je pense. Vraiment. Je crois qu'il y a une fracture par rapport à ça. Parce que je pense qu'ils m'en veulent aussi du fait que probablement j'ai pas été là pour elles. Généralement, les personnes qui veulent leur liberté totale et qui sont franches, qui sont vraies avec leur famille, qui peuvent vraiment vivre en liberté avec leur famille, je crois que c'est extrêmement rare parce qu'en réalité, ça nous coûte beaucoup cette liberté. Elle est belle, hein, elle vaut la peine. Je dis pas le contraire. Mais il faut aussi que les gens, ceux qui ne sont pas musulmans, parce que je pense que les musulmans le savent très bien, et ceux qui ne sont pas issus de culture musulmane, sachent que cette liberté, on le paye extrêmement cher. Et contrairement à ce que beaucoup disent, ils pensent que c'est facile pour nous, que non, en fait, on perd d'abord, il y a la perte de sa famille, il y a la perte de la communauté, des liens, en tout cas, au sein de la communauté. Il y a, en fait, on est en rupture totale, il y a on est isolé. Après, on peut se créer une famille, parce que tout n'est pas perdu, on peut se créer notre propre famille, etc. Mais on perd beaucoup. Donc, cette liberté-là, on la paye très cher, oui. Mais elle en vaut la peine aussi. Parce que là, moi, je ne changerai jamais, pour rien au monde. À refaire, je referai exactement la même chose parce que j'ai une paix intérieure telle que si demain je mourrais, ou si maintenant je mourrais, je serais super contente. J'espère après un bon plat, un bon plat et un bon verre. Mais honnêtement, je mourrais, je me dirais, ben non, parce que ça me va, parce que je suis en paix avec moi-même. Contrairement à avant. Avant, j'avais le contact certes avec ma famille, mais j'étais pas bien avec moi-même. Déjà, j'ai un rapport à la spiritualité qui fait que je suis obligée de parler de spiritualité parce que je peux pas, du coup, si je veux parler de l'amour, en fait, je suis obligée de parler de ça. Je ne parle pas de mes convictions. Euh, mais là, je suis obligée de parler de spiritualité. J'ai une certaine spiritualité. Je suis pas croyante en un dieu, etc., comme dans les religions. Mais j'ai quand même une spiritualité. J'ai beaucoup médité depuis petit. En réalité, à l'âge de 10 ans, c'est la première fois où j'ai commencé, parce que j'ai découvert ça à travers les arts martiaux. Je médite beaucoup. Et première chose que j'ai appris et qui est la plus importante, c'est l'amour de soi, le respect de soi et l'amour de soi. Je suis très à l'aise avec ça. J'ai appris, j'ai accepté qui je suis. J'ai du respect à mon égard parce que je pense que je dois beaucoup à la vie, donc je ne peux pas lui faire cet affront de me haïr. Donc je m'accepte. J'ai un amour pour l'autre et c'est pour ça que j'estime que je lui dois la vérité. Donc le premier amour que j'ai développé, c'est vraiment un amour absolu et inconditionnel vis-à-vis des gens. En réalité, c'est pour ça que j'ai du mal, je ne hais pas les gens. Je déteste pas les gens, peu importe ce qu'ils ont fait, en fait. J'ai un rapport très particulier, en vrai dire, avec les autres personnes, parce que je n'ai pas cette volonté d'haïr ou quoi que ce soit. J'ai toujours rejeté la haine, etc. Le mal pour moi, c'est ça, c'est la haine et ne pas aimer. Et donc moi, j'ai un rapport, c'est plutôt l'amour. Ce que je recherche, c'est vraiment l'amour inconditionnel, aimer les autres, donner le meilleur de soi-même. Après, en termes, j'imagine que tu parles aussi de l'amour affectif personnel. J'y travaille. C'est quelque chose qui est pas évident, je dois dire, parce que je veux être autonome. Je sais que j'ai un rapport dans l'amour. J'ai eu des rapports très toxiques. Je n'en veux plus. Je m'en suis débarrassée en 2016 et depuis, je me suis toujours dit, je serai toujours libre, même indépendante, même dans mes relations amoureuses. Et donc, la liberté que je veux pour moi, je la veux pour l'autre. Donc, j'ai un respect pour l'autre et je veux être face à quelqu'un qui est complètement indépendant et qui respecte mon indépendance aussi. Donc, je suis totalement indépendante. Mais quand je dis indépendante, c'est vraiment être dans le sens de la liberté, de pouvoir vivre sa vie en termes
indépendance dans la réflexion intellectuelle, dans la vie, dans les choix, dans ce que j'aime, que ce soit l'art, que ce soit, voilà, c'est que on ne doit pas aimer forcément les mêmes choses, etc. Vraiment, c'est plutôt ça. Et puis l'amour inconditionnel dans le respect vraiment de l'autre et le respect dans ses choix, dans ce qu'il décide de faire ou d'aimer ou de ne pas aimer, etc. Donc je suis vraiment dans ce rapport-là. Après, je ne parle jamais de mes relations, intimes, donc je ne dirai pas si j'ai une relation avec quelqu'un ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne vivrai pas avec quelqu'un dans un même confinement, on va dire. C'est pas mon truc, je pense que chacun doit avoir ses libertés parce que moi, j'aime bien que les choses soient à leur place. Le rapport, la relation d'amour entre le parent et les enfants, si on aime vraiment ses enfants, il faut leur donner cette liberté-là. Il faut pas être dans l'attente de ce que nous on aimerait. Il faut avoir suffisamment d'amour et de force pour dire à son enfant: «Je vais t'aimer avec ce que tu es, avec tes défauts, etc. Peu importe ce que tu fais, je t'aimerai. Je ne serai pas d'accord forcément avec ce qu'il fait, mais je vais l'aimer parce que c'est mon enfant et tout ce que je vais partager, je veux qu'il soit dans l'amour» et leur donner cette liberté-là. Si on le comprend, et ben, il ne peut que développer, même dans ses relations intimes, qu'une relation de respect avec l'autre. Et là, j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'aider aussi les personnes de la communauté musulmane pour leur dire: émancipez-vous, vous ne devez rien à personne. Si vous voulez vraiment réussir votre vie, bah, faites ce que vous avez envie, il est jamais trop tard. C'est vraiment pour accompagner d'autres personnes qui ont connu ça, parce que je suis sûre, et je l'ai vu dans mon métier de travail social, je l'ai fait ce travail-là pour ça, pour aider vraiment les gens, d'abord des gens de la communauté, à sortir de tout ça, à les aider de sortir de ces violences qu'ils vivent intrafamiliales et à sortir de la honte et tout ça, qu'ils puissent s'épanouir. En tout cas, ton podcast, il est important. Il dit beaucoup de choses. Ça donnera beaucoup de courage aux gens et ça permettrait aussi à d'autres d'enlever leur chaîne et de se délivrer vraiment, d'acquérir cette paix en eux-mêmes. Je pense que c'est notre travail, en fait, ici, c'est de pouvoir vraiment faire ça. Si ça peut résonner, si tout ce qu'on fait peut résonner, bah, je pense que, bah, on y gagnerait et là, on le voit. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui prennent la parole sur ton podcast et que tu as des témoignages, des très beaux témoignages qui disent que, bah, qu'est-ce que tu fais, ça leur permet de leur donner de l'espoir. C'est vraiment, je crois vraiment à ton podcast. Sincèrement, je le dis pas pour te flatter ou pour quoi que ce soit. Heu, Dès les premières fois où tu as fait ce podcast-là, en fait, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et quand tu as fait appel à des témoignages, j'avais vraiment envie d'y participer parce que je me suis dit: «C'est vraiment ce qu'il faut et ça peut aider, si ça peut aider les jeunes filles et d'autres hommes, à d'autres moments de pouvoir s'exprimer, c'est important». Et c'est pour ça que je voulais aussi que je tenais à participer et que par la suite, bah, quand tu m'as rappelé, que je t'en avais parlé, je me suis dit: «Oui, c'est vrai, il faut le faire» parce que c'est important. Je trouve que c'est important. C'est ce qui va permettre de nous sortir vraiment de l'obscurantisme et de sauver des gens. C'est, c'est d'ordre de santé publique, en fait et c'est vraiment ça. C'est l'aspect psychologique. Ça permet aussi, si les gens peuvent aller suivre une thérapie par la suite, pour s'améliorer, il faut pas avoir peur de la thérapie. Il faut pas avoir peur d'ouvrir des portes. C'est angoissant au début, c'est angoissant parce qu'on va vers l'inconnu, mais si j'ai appris une chose, c'est que l'inconnu peut vous offrir aussi de belles choses et de belles surprises et la liberté, mais on peut même pas s'imaginer à quel point on se sent tellement bien et tellement apaisé, on n'est plus dans la peur. Franchement, ça vaut vraiment tout. On n'est plus torturé. Et donc oui, ton podcast est vraiment primordial pour ça. Si ça peut permettre ça, si ça peut permettre à ce que des jeunes ou des femmes, puissent se dire que, bah, ça existe, il y a des gens qui sont apaisés, et ben, franchement merci à toi de l'avoir fait, d'avoir pris cette initiative-là et vraiment longue vie à ce podcast.